Dans l'intitulé de la conférence, c'est un peu pompeux et présomptueux de parler d'épistémologie. Normalement, un épistémologue, c'est un philosophe. Et bien sûr, je ne suis pas philosophe. Donc voilà. Mais néanmoins, je trouve qu'il est important, quand on est chercheur, de temps en temps, de s'arrêter et de prendre du recul par rapport à sa discipline, de s'interroger sur finalement qu'est-ce qu'on fait, dans quelle mesure on part dans des directions qui ne sont pas forcément très rationnelles ou très en congruence avec ce qu'on devrait faire, d'avoir une réflexion épistémologique de comptoir, d'amateur, par rapport à notre discipline que l'on maîtrise. On ne peut pas maîtriser à la fois la philosophie, ou du moins c'est très difficile, la philosophie et puis notre discipline scientifique. Donc de temps en temps, les philosophes s'intéressent à la statistique et à l'épidémiologie et aux sciences sociales. Et vous savez qu'il y a une recherche épistémologique en épidémiologie et en statistique avec des travaux très intéressants, insuffisamment enseignés d'ailleurs dans nos facultés. Et de l'autre côté, il faut pousser les épidémiologistes et les statisticiens à avoir un peu de pensée épistémologique, en sachant qu'on fait ça comme M. Jourdain. Alors, pourquoi c'est d'actualité? Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous savez que dans les sciences humaines et sociales, il y a une tradition qui consiste à opposer le quantitatif du qualitatif. Alors, c'est particulièrement vrai en sociologie. C'est de plus en plus vrai en médecine, qui a été longtemps une discipline exclusivement quantitative, et où maintenant, en particulier grâce aux travaux des médecins généralistes, on a de plus en plus de recherches qualitatives. Donc il y a une opposition très académique entre quantitatif et qualitatif, avec d'un côté, dans le quantitatif, on fait passer des questionnaires à des gens, où on mesure des constantes biologiques, alors que de l'autre côté, dans le qualitatif, c'est un enquêteur qui va passer du temps avec des sujets pour discuter, pour enregistrer tout ce qu'ils disent de façon complètement ouverte ou semi-structurée. Dans le cas quantitatif, on essaie de faire nos observations dans un cadre un peu standardisé. Quand on donne les questionnaires, c'est d'une certaine façon, quand on prend les prélèvements, c'est le matin, à jeun, etc. Alors que dans l'approche qualitative, traditionnellement, on essaie d'être dans la vraie vie des gens. On essaie de capturer leur essence au milieu de leur environnement de tous les jours. Et puis dans le domaine quantitatif, il y a des critères de validité, la validité elle-même avec la question du biais, la question de la reproductibilité, la question de formuler des hypothèses a priori que l'on va tester, alors qu'on n'a pas ça dans le domaine qualitatif. Et d'ailleurs, ce qui des fois suscite des tensions auprès des collègues, les quantitativistes, ils disent, ben oui, mais vous, qualitativistes, ce que vous faites, c'est pas reproductible. Mais d'abord, ça reste à discuter. Ça reste à discuter. Mais en tout cas, dans les livres, les qualitativistes revendiquent de ne pas être reproductibles. Eux, ils disent ce qu'on veut, c'est l'accuracy. C'est intéressant parce qu'on n'a pas ça quand on est quantitativiste. Accuracy, c'est est-ce que j'ai réussi à capter le point de vue du patient? Est-ce que j'ai réussi à le mettre à patient quand on fait de la médecine, ou sujet quand on est un sociologue ou un anthropologue? Est-ce que j'ai réussi à mettre le sujet en condition à lui poser des questions suffisamment adaptées pour qu'il me révèle ce que je cherchais? Et ce n'est pas exactement une absence de biais, ils appellent ça l'accuracy. La précision, alors ce n'est pas la précision au sens où on l'entend nous, la précision pour les qualitativistes, c'est est-ce que je me suis posé une question scientifique, et est-ce que finalement l'expérience que j'ai mise en œuvre va produire des données qui sont en rapport avec la question que je me posais? C'est étonnant de voir comme dans le monde quantitatif, en fait, on ne se pose pas vraiment la question de la même façon. Voilà, et puis enfin, les approches quantitatives sont censées être objectives, et les approches qualitatives sont censées être subjectives. En fait, il y aurait beaucoup de choses à dire à propos de cette grande opposition, mais ce n'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui. L'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est que, c'est très étonnant, c'est que, en fait, quand vous faites une requête dans Google, vous avez l'impression, quasiment, alors que Google est un algorithme, donc quelque part, la pensée de Google est une pensée mathématico-statistique. D'ailleurs, le détail de l'algorithmique derrière Google, c'est, on va vaguement y revenir après,
le détail de l'algorithmique derrière Google est quelque chose qui a trait à la statistique, et en tout cas qui est manifestement quantitatif. Et je suis sûr que dans la vie de tous les jours, quand vous tapez des requêtes, vous avez l'impression de parler à quelqu'un et quelqu'un qui vous répond. Et qui comprend, même parfois vous êtes maladroit dans vos requêtes, et il comprend votre maladresse, hein, et il répond en fait ce que vous aviez en tête et que vous aviez du mal à expliciter. Et donc on a l'impression d'être dans un moment de singularité où tout d'un coup, le digital fait le pont avec la rencontre de l'humain. Et ça, pour nous, méthodologiquement, c'est quand même potentiellement un vrai changement. Et c'est pas rien qu'une lubie, hein. C'est que dans la vie de tous les jours du laboratoire, eh bien, quand on fait des études qualitatives et qu'on a un corpus ouvert, maintenant, on peut faire de la textométrie. Alors avant, c'était assez rudimentaire, et plus ça va, moins c'est rudimentaire, et plus on a des résultats qui deviennent manifestement intéressants. Alors, pas aussi intéressant qu'une analyse de contenu faite par un expert, mais ça devient au moins complémentaire, et quand on écrit les papiers, on met les deux maintenant, hein, on triangule, et il y a une valeur ajoutée considérable, et du coup, ça interpelle en termes épistémologiques. Et donc, ce que je vous proposais, c'est de réfléchir à ça. C'est de se dire, alors dans quelle mesure la digitalisation du monde, puisque c'est de ça qu'il s'agit, hein, puisque maintenant, quand on se pose des questions comme ça, on va sur Google et on pose notre question et on a des réponses. Mais tout ça, en fait, est digitalisé. Tout ça, il y a un outil mathématico-statistique derrière. Donc, dans un monde qui devient digital, finalement, la statistique dit quoi? Quelle est la valeur des réponses qu'elle apporte à nos questions? Voilà, et puis en particulier quand on est scientifique. Donc ça, c'est la position du problème. Alors, on va partir de très loin, et puis petit à petit, on va construire pour essayer de voir comment tout ça pourrait se passer. Alors d'abord, nous sommes des scientifiques. On fait de la recherche scientifique. Il faut qu'on se mette d'accord sur le sens à donner à ce mot. Et vous savez que tout le monde n'est pas d'accord sur la définition de ce qu'est une science. Je trouve qu'il y a deux facettes. La première, c'est le métier de scientifique, et c'est Poincaré qui le décrit le mieux. Il dit si le savant disposait d'un temps infini, il suffirait de lui dire « regardez et regardez bien ». Mais comme on ne dispose pas d'un temps infini, et qu'il vaut mieux ne pas regarder que de mal regarder, alors il faut choisir. C'est très simple, et ça correspond exactement à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Quelle que soit notre discipline, en fait, notre objectif, c'est de regarder, et de bien regarder, et de prendre le temps pour le faire. Et d'ailleurs, entre nous, c'est pour ça que beaucoup de médecins font de mauvais scientifiques, parce que quand vous êtes médecin, vous devez aller vite, vous devez regarder votre patient, mais vous devez aller vite, parce que si vous n'allez pas vite, ça coûte trop cher à la société. Et donc, quand ils font de la recherche, ils vont vite aussi. Alors du coup, ils publient plein de papiers, mais souvent, ce n'est pas forcément l'idéal. Et donc, il faut apprendre au jeune médecin qui devient scientifique à prendre du temps. Et d'ailleurs, ça lui fait du bien de prendre du temps pour observer. Et puis, il faut choisir, c'est-à-dire il faut faire un protocole. Le protocole, c'est choisir ce qu'on va observer, parce qu'effectivement, en utilisant un protocole astucieux, l'observation que l'on va récolter va avoir une valeur signifiante particulièrement importante. Donc ça, c'est le métier de scientifique. Et puis il y a la science. La science en plus, c'est le métier de scientifique plus l'organisation de ces observations en une théorie pour essayer de trouver des lois. Alors, et même des lois plus ou moins universelles. Alors en physique, on a ce fantasme d'avoir des lois universelles, mais en fait c'est un fantasme. Même en physique, les lois ne sont jamais totalement universelles. Et il y a un physicien que j'aime bien, qui est bordelais d'ailleurs, qui était bordelais, Pierre Duhem. Il y a une rue Pierre Duhem à Bordeaux, hein, vous savez, qui disait le développement de la physique provoque une lutte continuelle entre la nature qui ne se lasse pas de fournir et la raison qui ne veut pas se lasser de concevoir. Et d'un côté,
la nature nous offre plein de choses qui nous interpellent, et de l'autre côté, nous, on essaie de concevoir et de mettre tout ça dans des lois, mais on sait qu'on n'y arrivera jamais, parce que sans arrêt, la nature nous apporte d'autres choses à concevoir, et donc il y a une espèce de fuite en avant perpétuelle, mais qui nous permet de construire un savoir sous forme d'une théorie et de lois que l'on espère, que l'on fantasme, que l'on souhaite être universelles, parce que ça apaise dans la vie de savoir que dans la réalité, dans la nature, il y a des lois universelles. Comme ça, la nature, elle est plus prévisible, elle est moins anxiogène. Alors, c'est vrai, ça, Duhem était physicien. Alors, vous pourriez me dire, oui, mais en sciences humaines et sociales, avoir des lois universelles, c'est quand même pas ça que l'on a comme objectif. Ben, c'est pas si sûr, hein. C'est pas si sûr. Je ne sais pas s'il y a des anthropologues dans la salle, mais j'ai entendu Philippe Descola, qui est un anthropologue très réputé en France, dire que la différence entre l'ethnologie et l'anthropologie, c'était que l'anthropologue avait comme visée de construire des lois universelles à partir d'observations ethnographiques. Donc même en anthropologie, vous savez, la prohibition de l'inceste, etc., qui est une espèce de loi, hein, quelque part, de loi universelle, discutée, encore une fois. La loi universelle, c'est un horizon inaccessible, que ce soit en physique ou en anthropologie ou en médecine. Donc, même en anthropologie. Et alors, en médecine, vous me direz, est-ce qu'il y a des lois en médecine? Eh bien, en tout cas, ça marche, ça? Ouais, ça marche. C'est curieux, moi, j'arrive pas à voir ce que je... Bon, peu importe, le principal, c'est que vous voyez, vous. Alors, effectivement, il y a le fantasme en médecine de trouver des lois. Et donc j'ai écrit, là derrière moi, il y a un texte écrit par Claude Bernard qui dit, c'est dans l'introduction à la médecine expérimentale, et vous allez voir, il n'y va pas par quatre chemins. Il y a évidemment quelque chose qui a été la cause de la mort chez le malade qui a succombé, et qui ne s'est pas rencontré chez le malade qui a guéri. C'est ce quelque chose qu'il faut déterminer. Oui, donc, et alors on pourra agir sur ces phénomènes ou les reconnaître et les prévoir exactement. Alors seulement on aura atteint le déterminisme scientifique. Bon, vous voyez, il y a une vision profondément déterministe, scientifique, avec l'idée d'avoir des lois. Et il rajoute, mais ce n'est pas à l'aide de la statistique qu'on y arrivera. Jamais la statistique n'a rien appris ni ne peut rien apprendre sur la nature des phénomènes. Et il rajoutera même après, y compris pour évaluer l'efficacité des thérapeutiques. Alors, c'est quand même intéressant de voir donc le désir, on est au XIXe siècle, le désir de construire des lois en médecine. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, la recherche médicale s'est construite sur Claude Bernard. Hein. Aujourd'hui, dans notre médecine occidentale, et même dans tous les pays de la Terre, il y a des cardiologues, des dermatologues, des pneumologues, des néphrologues. Il y a une médecine d'organes. La médecine d'organes, c'est Claude Bernard qui a dit à l'origine. Hein. C'est lui qui a symboliquement dit qu'on guérirait les maladies en comprenant les dysfonctionnements des organes et en trouvant des remèdes qui agiraient sur les dysfonctionnements de ces organes. Bon. Alors vous me direz, mais ça a à voir avec quoi? Avec la statistique là? Eh bien, c'est qu'en fait, ça ne marche pas. Et puis, ça a à voir avec quoi avec la statistique? C'est qu'il dit que la statistique ne marchera jamais. Or, vous savez bien qu'en fait, aujourd'hui, quand vous lisez des grandes revues de recherche biomédicale, le Lancet, le New England, le JAMA, le BMJ, en fait, il n'y a que de la statistique dedans. Il n'y a que de la statistique. C'est en train de changer un tout petit peu depuis 4 ou 5 ans, et ça a à voir avec le thème de cet exposé. On voit de plus en plus de travaux de biologie moléculaire dans les grandes revues de recherche biomédicale. Mais en tout cas, aujourd'hui, la statistique est reine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a un historien de la médecine qui a travaillé dessus, Harry Marks, dans un livre que je vous conseille, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de la recherche biomédicale, The Progress of Experiments, Science and Therapeutics Reform in the United States, entre 1900 et 1990. Donc, il regarde comment a évolué la recherche biomédicale au cours du XXe siècle. Et ce qu'il dit, c'est que pendant la première moitié du XXe siècle,
On s'est inscrit dans la pensée de Claude Bernard, en particulier parce que c'est la découverte des bactéries et des premiers antibiotiques, etc. Et donc, la microbiologie fonctionne encore beaucoup selon la pensée bernardienne, puisque une tuberculose, quelle est la cause de la tuberculose? Le bacille de Koch. Comment guérir la tuberculose? On tue le bacille de Koch. Vous voyez, on est complètement dans la pensée bernardienne. Alors, donc, première moitié du XXe siècle, on est dans la pensée bernardienne. Et puis, plus le temps avance, et plus ça patine. C'est-à-dire, plus on se rend compte que c'est difficile. Qu'en fait, il y a plein de problèmes de santé. On n'arrive pas à trouver la cause. Et bien sûr, 70 ans après, il y a plein de maladies dont on ne connaît pas la cause. Hein. Maintenant, on sait que beaucoup de maladies, on dit pudiquement, c'est multifactoriel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'y comprend rien, tellement qu'il y a de causes qui interagissent les unes avec les autres. Et même, on parle d'interaction entre les causes, d'interaction gène-environnement, de modèle biopsychosocial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on comprend encore moins de choses. Tout est mélangé et tout est inextricable. Et c'est un peu la réalité de ce qui se passe de beaucoup de nos maladies. Et donc, on arrive à une crise au milieu du XXe siècle où on est dans une impasse. Et pour lever l'impasse, eh bien, il y a une rupture épistémologique majeure, c'est ce que dit Harry Marx, on se met à faire de la statistique et en fait, on va regarder ce que faisaient les agronomes dans les années 20-30 et c'était Fischer qui était un agronome, Egon Pearson, Karl Pearson qui était un agronome aussi, enfin pas des agronomes, ils étaient des statisticiens qui travaillaient pour les agronomes. Et eux avaient développé des études statistiques pour montrer, pour essayer de détermner quelles étaient les semences qui marchaient le mieux. Et ils se sont dit, ben, si ces gens-là font ça et que ça marche, nous on va faire la même chose. Et la statistique a envahi le domaine de la médecine pour le meilleur et pour le pire. Alors, vous pourriez me dire, d'accord, so what? Eh bien, so what, c'est que c'était pas évident du tout. C'est que épistémologiquement, enfin étymologiquement, la statistique c'est la science des États. Pourquoi la science des États? Ben, un État est constitué de beaucoup de sujets. Et donc quand vous voulez évaluer la progression d'un État ou comparer un État à un autre État, eh bien, vous allez additionner tout ce qui se passe au niveau des sujets et donc vous allez faire des statistiques, vous allez calculer des moyennes. La moyenne et la statistique, naturellement, s'adaptent à l'étude d'une collectivité. Et c'est pour ça qu'en économie, en sociologie, il y a de la statistique. Mais en médecine, on s'intéresse à un sujet. Le médecin soigne un sujet. Et donc la médecine, a priori, échappe à la pensée statistique. Et vous le savez, c'est quelque chose de très fort à propos de... On sait qu'un cancer du pancréas, eh bien, quand on en a un stade modérément ou assez sévèrement avancé, la médiane de survie est de 6 mois. Et vous savez que le patient va dire, mais docteur, alors jeûner pour combien? Et on lui dit, ben, en gros pour 6 mois, sauf qu'on n'en sait rien. 6 mois est une statistique sur un ensemble de sujets. Mais peut-être que lui, c'est dans une semaine, ou peut-être que c'est dans 2 ans, 3 ans, et même peut-être qu'il pourra guérir. Pour un sujet en particulier, on ne sait rien, et ça rend l'usage de la statistique si délicat dans le monde médical. Et d'ailleurs, cette délicatesse n'est pas tellement abordée pendant les études. Dans quelle mesure on a le droit, et comment présenter le résultat statistique à un sujet. Et donc, du coup, l'usage de la statistique en recherche biomédicale soulève tout un tas de questionnements épistémologiques. Alors, on va voir, et d'ailleurs même plus que des problèmes épistémologiques, il y a même des problèmes méthodologiques, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'articles en ce moment qui considèrent qu'il y a un mésusage de la statistique en recherche biomédicale, en recherche même en psychologie, vous savez, et qu'on est à la limite de la fraude, que les gens tirent sur les résultats statistiques pour pouvoir publier des papiers. Vous êtes au courant de ça, il y a régulièrement dans Nature, PNAS, Science, etc. On va revenir là-dessus parce que c'est un véritable enjeu qui vous concerne, qui nous concerne même tous au quotidien. De temps en temps, on fait une analyse et on se demande, telle qu'elle était prévue, elle n'est pas forcément très attractive, et que si on la changeait un petit peu, le résultat serait bien plus agréable à présenter. Et c'est tellement important de présenter un résultat agréable, on a tellement plus de chances que le papier soit accepté,
qu'il y a souvent un petit flottement autour des modalités d'analyse statistique, on est bien d'accord, hein, et qu'on se sent souvent mal à l'aise dans ce flottement. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Est-ce que j'ai pas le droit? Alors, donc on va revenir à la source, puisque la source c'est 1950-1960, on décide de prendre ce que Fisher a construit en 1922. Parce qu'en fait, la statistique est vraiment née, la statistique moderne est née en 1922, avec un papier colossal qu'on peut télécharger sur Internet, et quiconque fait un peu de statistique devrait le lire. Bon, il fait 60 pages et il écrit tout petit. Et d'ailleurs, ça fait réfléchir aussi, en 1922, il y avait des chercheurs qui écrivaient un papier de 60 pages écrit tout petit. Donc ce papier, c'est On the Mathematical Foundations of Theoretical Statistics. Et donc il y a toute la statistique moderne, il y a le maximum de vraisemblance, c'est les statistiques suffisantes. Alors bon, ça c'est du baratin de statisticiens, mais il y a quelque chose de beaucoup que vous avez tous appris à l'école. Vous savez, quand on apprend les statistiques à l'école, on dit qu'on a un échantillon qui est issu d'une urne. Vous avez tous vu ça, hein, que vous soyez sociologue, que vous soyez politicien, que vous soyez médecin de santé publique, vous avez appris ça. Hein. On a un échantillon qui est tiré au sort d'une urne. Eh bien, c'est Fisher qui, dans ce papier-là, qui a construit, qui a conceptualisé le fait qu'en fait, quand j'utilise la statistique inférentielle, j'ai dans l'idée, j'ai dans le fantasme de dire quelque chose à propos d'une population qui m'échappe, mais dont l'échantillon dont je dispose est un reflet. C'est lui qui a construit ça. C'est quand même quelque chose de capital, puisque derrière ça, il y a la question de la généralisabilité des résultats. Avant d'avoir conceptualisé ça, l'idée même de généraliser les résultats d'un échantillon à une population n'existait pas. Donc vous imaginez quand même le poids. Alors, tout en sachant qu'on ne fait jamais ça. C'est-à-dire, ça arrive, hein, d'avoir un échantillon tiré au sort d'une urne, ça arrive, mais enfin franchement ça n'arrive pas tous les jours. Hein. La plupart du temps, les échantillons qu'on a ne sont pas tirés au sort d'une urne. On les a choisis parce que ça nous arrange, parce que c'est facile, parce que les gens ont accepté de répondre, et les gens qui acceptent de répondre ne sont pas tirés au sort, etc. Mais là aussi, c'est comme disait Pierre Duhem, c'est un horizon inatteignable. On a dans l'idée d'avoir un échantillon qui serait tiré au sort d'une urne, et donc de notre population, française ou mondiale, etc. Alors, et naturellement, Fisher invente le petit p. Tout le monde a entendu parler du petit p qui doit être plus petit que 5%. On est bien d'accord. Hein. Et c'est là que commence la tension et les problèmes conceptuels autour de ce que l'on fait dire aux statistiques ou pas. Voilà, alors je vous ai mis le petit bout de texte qui invente le petit p. Et il faut vraiment le chercher dans les 60 pages. Vous voyez, alors, parce qu'il ne le dit pas comme nous, forcément c'était il y a 100 ans. Hein. Donc lui, il parle d'empiricisme, donc on a des datas. Empiricisme, ça veut dire j'ai des datas, hein, et je m'interroge sur ce que je peux dire à propos de ces datas. Et lui, il présente ça comme un problème d'adéquation. Je crois que statistiquement, il a raison, hein, mais on ne présenterait pas les choses comme ça aujourd'hui quand même. C'est très tordu. Et donc, vous voyez, à la fin, il dit quand même, c'est ce que j'ai mis en jaune, je me demande si le hasard pourrait expliquer dans quelle mesure les résultats que j'ai obtenus seraient compatibles avec une hypothèse que j'ai formulée. C'est ça que ça sous-entend, ce qu'il écrit là. Et c'est exactement ce qu'est le petit p. Hein. Le petit p, il dit, dans quelle mesure le hasard pourrait-il être compatible avec, avec une hypothèse que j'ai formulée. Donc, il conceptualise le petit p, et pour pouvoir tirer des conclusions à partir des résultats statistiques, il va bien falloir trancher une limite. Alors, ça c'est le petit mot à propos de... C'est ce que je vous disais, hein. L'échantillon vient d'une population,
Et la question centrale qu'on doit toujours avoir, quelles que soient nos disciplines, dès qu'on utilise du quantitatif et des statistiques, c'est j'ai un échantillon, de quelle population vient-il? Je généralise implicitement, et ça c'est important, hein, c'est qu'en fait, nous faisons des analyses statistiques et implicitement nous sous-entendons que nous pouvons généraliser ce résultat à quelque chose. Et on doit toujours se demander, mais à qui je vais généraliser ce résultat? Alors, là, et c'est là que arrive l'histoire du 5%. Vous vous êtes toujours demandé d'où venait cette limite de 5%. Hein. Alors voilà, il dit, ben, j'ai un petit p qui me dit quelle est la probabilité que le hasard puisse expliquer à lui tout seul un résultat aussi spectaculaire que celui que j'ai observé. Mais ce petit p, qu'est-ce que j'en fais? Ben, ce petit p, vous voyez, s'il est compris entre 0,1 et 0,9, bon, ben, c'est pas terrible, quoi. C'est-à-dire le hasard peut l'expliquer beaucoup. Et puis si c'est plus petit que 0,02, ah, quand même, c'est étonnant. Et donc, ben, il choisit, ben, entre 0,02 et 0,1, il y a 0,05, et il dit, ben, 0,05, finalement, pourquoi pas? Vous voyez quand même sur quoi est basée cette valeur de 5%. Hein. Alors, il y a eu quelques manips qui ont été réalisées pour essayer quand même de comprendre de façon un peu plus scientifique, entre guillemets, d'où vient ce 5%. Et je peux vous raconter une manip qui a été faite. Vous prenez sur une ligne, vous allez mélanger des ronds et des croix. Alors au début, vous les tirez au sort complètement, ils sont mélangés. Et puis plus ça va, plus vous les écartez. Les ronds vont être à gauche et les croix vont être à droite. Et donc vous présentez comme ça plein de lignes et vous demandez à des gens, eh ben, selon vous, est-ce que ces ronds et ces croix sont au hasard ou est-ce que vous pensez quand même que les ronds sont vraiment plus à gauche que les croix et que ce n'est pas vraiment le hasard? Alors vous vous dites, hein, bien sûr le hasard pourrait faire que toutes les ronds soient à gauche et toutes les croix soient à droite. Mais votre intuition par rapport aux ronds et aux croix, est-ce que vraisemblablement ce n'est pas le hasard qui a fait ça? Et donc les gens cochent. C'est pas le hasard, c'est le hasard, c'est pas le hasard, c'est le hasard. Et les gens ne cochent pas de la même façon. Hein, je le fais régulièrement en cours, il y a des gens qui voient le hasard partout. C'est des gens très exigeants. C'est-à-dire, pour pouvoir dire que c'est pas le hasard, eh ben, il faut que les résultats soient massivement différents. Et puis vous avez des gens, eux, ils sont prêts à accepter très facilement qu'il y a quelque chose. C'est un trait de personnalité. Eh bien, donc vous avez des gens qui vont, en gros, pour un P à 20%, ils vont dire oui, ça passe. Et puis il y a des gens, pour un P à 1%, 1 pour 1000, ils vont dire ah oui, ça passe. Quand vous faites une courbe, vous avez un point d'inflexion, ben, le point d'inflexion, il est à 5%. C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, ce 5%, c'était un consensus humain sur le fait que, eh ben, à 5%, on accepte dans la vie de tous les jours que raisonnablement, entre guillemets, hein, c'est-à-dire subjectivement, eh bien, ça ne doit pas être le hasard qui fait ça. Puisqu'on est bien obligé dans la vie, le hasard peut tout expliquer, mais on est bien obligé de prendre des décisions et de dire par moment, il s'est passé quelque chose, c'est pas le hasard. On est bien obligé de dire ça. Eh bien, il semblerait que ce 5% soit une espèce de consensus psychologique. Bon. Alors, le truc, c'est que, donc vous voyez quand même, la position de Fisher est une position assez soft. Hein. Il n'est pas arc-bouté sur le 5%. Il est d'autant moins arc-bouté sur le 5% qui dit que cette règle est absurde. Il le dit. Il le dit. Il dit, however, the calculation is absurdly academic. Alors c'est très drôle de voir comment l'inventeur du petit p et du 5% dit lui-même que finalement cette règle de 5%, elle y a échappé en fait. Hein. Elle y a échappé. Alors on peut se demander mais pourquoi on s'est fixé comme ça? Hein, on est bien d'accord que la règle de 5%, elle est gravée dans le marbre, hein, et qu'elle peut décider, même, vous savez, pour un essai randomisé, hein, une firme pharmaceutique peut dépenser 200 millions d'euros pour faire un essai randomisé. Si le P vaut 5,1%, l'essai est négatif. Si le P vaut 4,9%, l'essai est positif.
Et l'impact sur le chiffre d'affaires de la firme va changer considérablement. Et donc c'est en complète contradiction avec ce que dit Fischer. Pourquoi on en est arrivé là? On en est arrivé là à cause de ça. Et ça, en fait, je pense que c'est ce que vous avez appris à l'école quand vous avez appris les statistiques. Quand vous avez appris les statistiques, vous n'avez pas appris vraiment qu'on calculait un petit p, qu'on le regardait, enfin c'est ce que dit Fischer, on calcule un petit p, on le regarde dans le blanc des yeux, et puis s'il est suffisamment petit, on dit « Ah ben oui, il doit y avoir quelque chose », et s'il est trop gros, on dit « Oh ben non, il ne doit pas y avoir quelque chose ». Ça c'est ce qu'on fait tous les jours, hein. Mais ce n'est pas ce qu'on apprend à l'école. Ce que vous avez appris à l'école, hein, alors, comme vous venez d'horizons différents, peut-être que je me trompe, mais en principe, dans toutes les disciplines, on apprend en premier cycle qu'il y a une hypothèse nulle et une hypothèse alternative, on est d'accord? Qu'il y a un risque alpha, on est tous d'accord aussi, hein? Et qu'on calcule bien le petit p de Fischer, hein, et que si p est plus petit qu'alpha, alors on accepte l'hypothèse alternative, sinon on accepte l'hypothèse nulle. C'est ça qu'on apprend à l'école, et figurez-vous que c'est ça qu'on ne fait jamais dans la réalité. Dans la réalité, on calcule un petit p, s'il vaut 6%, on dit ben il y a une tendance. S'il vaut 4%, on dit c'est significatif. S'il vaut 1 pour 1000, on dit c'est très significatif. On est bien d'accord, hein? C'est ça qui est fait dans tous les papiers et dans toutes les disciplines. Alors qu'en principe, dans ce que vous avez appris à l'école, que P vaille 1 pour 1000 ou qu'il vaille 3%, en fait, c'est exactement la même réponse. C'est la réponse de l'hypothèse alternative. Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, il s'est passé quelque chose que vous ignorez peut-être, c'est qu'il y a eu une tension jusque dans les années 1970 à propos de l'inférence statistique. C'est que Fischer a proposé ce qu'il a proposé avant, et il y a des gens qui n'ont pas été d'accord. Et les gens qui n'ont pas été d'accord, figurez-vous qu'en plus, ils travaillaient dans le même laboratoire. C'était Neyman et Pearson. Alors, le Pearson, d'ailleurs, ce n'est pas le Pearson que vous croyez, parce que le Pearson historique, c'est celui du coefficient de corrélation. Vous connaissez le coefficient de corrélation de Pearson. Ce n'est pas le même Pearson de Neyman et Pearson. Le Neyman et Pearson, c'est le fils du Pearson. C'est vrai, hein? C'est Egon Pearson, qui est le fils de Karl Pearson. Donc, d'ailleurs, il paraît qu'il était pistonné, en fait. Il paraît que c'est Neyman qui a tout trouvé, et qui venait d'Europe de l'Est, et qui a trouvé un labo, et en fait, il a trouvé la théorie de Neyman et Pearson, et on a mis le nom du fils pour... Enfin, il y a des historiens qui ont écrit ça. Hein. Il y a des historiens qui ont écrit ça. Donc, quelle a été la remarque de Neyman et Pearson? Ils ont dit, ben Fischer c'est bien, mais en fait ça ne marche pas complètement son truc, parce que si vous avez un tout petit échantillon, ça va être très difficile d'avoir des petits p tout petits. Et donc même si vous avez un p à 20% avec un tout petit échantillon, peut-être qu'il y a quelque chose de bien. Et ils n'avaient pas tort de dire ça. Ils n'ont pas tort de dire ça. Et ils ont inventé la puissance statistique. Ils ont inventé le risque bêta, que l'on n'apprend pas forcément dans toutes les disciplines. Il y a des facultés de biologie, par exemple, où on n'enseigne pas le risque bêta, ce qui déjà est un signe. Vous voyez que d'une discipline à l'autre, on n'enseigne pas les statistiques exactement de la même façon. En tout cas, la théorie des tests statistiques telle qu'on l'apprend, telle qu'elle est dans ce fameux lemme de Neyman et Pearson, que je vous engage vraiment à aller lire. L'article de Wikipédia sur le lemme de Neyman et Pearson est très très bien fait, et il explique vraiment, c'est très beau, hein. Alors, j'ai envie de dire, c'est vrai que la construction de Neyman et Pearson est bien plus élégante que la construction de Fischer, puisque Neyman et Pearson arrivent à montrer qu'ils ont des tests uniformément les plus puissants, etc. La construction mathématique sous-jacente est bluffante. Et vous savez, en science, le caractère bluffant a son importance. Quand un résultat est profondément esthétique, il a un impact sur le fait que les gens vont l'utiliser et vont y adhérer. Mais ça n'explique pas tout. Si vous voulez, ce qui s'est passé... Donc, Neyman et Pearson proposent une règle qui n'est pas celle de Fischer. La règle, elle est carrée, hein, c'est-à-dire vous avez H0, HA, et vous acceptez l'une ou l'autre, et le petit p disparaît, et vous avez à la place un risque alpha et un risque bêta. En fait, c'est très différent.
C'est tellement différent qu'il y a eu une lutte pendant 40 ans entre Fisher et Neyman et Pearson pour savoir lesquels des deux avaient trouvé ce que devait être le test statistique. Alors vous me direz, ça n'a pas trop à voir avec l'objet de la conférence. Ben si, eh bien si, c'est que en fait, alors pour le résumer, quelle est la différence de fond, pour le coup épistémologique, entre l'approche de Neyman et Pearson et l'approche de Fisher? Il y a une différence de fond, et c'est Neyman qui l'écrit dans un papier. Neyman, il dit que leur approche à eux relève de l'induction comportementale, alors que celle de Fisher, c'est d'un raisonnement inductif. Et alors ça vous concerne tous dans votre vie de tous les jours. C'est que quand on utilise un P comme le fait Fisher, on est dans l'induction. L'induction, c'est on part d'un résultat et on va le généraliser de façon universelle, c'est ça induire. Hein. Et quelque part, l'approche de Fisher, épistémologiquement, elle est inductive, puisqu'il construit un échantillon qui est tiré d'une population, et partant de l'échantillon, je vais dire quelque chose sur la population. Donc je suis dans une position inductive, mais ce que fait Fisher, c'est son inférence avec son petit p est de l'ordre du raisonnement, c'est-à-dire je trouve un petit p plus petit, très petit, donc je vais dire qu'il y a quelque chose dans la population. Vous voyez, j'affirme une vérité dans la population. Alors que ce que fait Neyman et Pearson, ils ont une hypothèse nulle, une hypothèse alternative, ils vont affirmer un résultat qui est, il existe une différence. En médecine, ça va être le médicament A est meilleur que le médicament B, donc vous pouvez l'utiliser. Ce n'est pas un raisonnement, c'est une injonction à agir. J'ai trouvé que ce facteur de risque est un facteur de risque de telle maladie, donc nous allons faire de la prévention pour agir contre ce facteur de risque. Vous voyez, on est dans des champs inductifs qui sont différents. L'un qui relève du comportement, et c'est Neyman et Pearson, l'autre qui relève du raisonnement, et c'est Fisher. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce qui se passe dans la vie de tous les jours, c'est que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. On ne fonctionne pas en termes d'induction comportementale ou de raisonnement inductif. On se comporte spontanément en termes de déduction comportementale ou de raisonnement déductif. Regardez ce que vous dites quand vous avez des résultats qui sortent de vos analyses. Vous dites, vous avez un tableau de facteurs de risque de maladie. Vous avez à côté des petits p, 3%, 8%, 9%, 1 pour 1000, etc. Et vous dites, ah ben, ça c'est un facteur de risque, ça n'en est pas, ça n'en est pas, ça c'en est un, ça n'en est pas, ça c'en est un. Vous dites que c'est un facteur de risque. Vous déduisez de vos résultats que c'est un facteur de risque ou que ça n'en est pas un. Vous n'êtes pas dans une attitude inductive, vous êtes dans une attitude déductive. Et tout le monde est comme ça. Et pourquoi on est comme ça? Parce que c'est un tribut payé à Claude Bernard. Nous sommes tous conditionnés à vouloir une science qui est une science déterministe. On veut des lois. On veut pouvoir dire que c'est un facteur de risque ou que ça n'en est pas un. Or, quand on fait de la statistique, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça puisque, en fait, tout est probabiliste. On n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr de rien. Même quand on fait du Neyman et Pearson. Quand on fait du Neyman et Pearson, on peut juste dire qu'on choisit cette hypothèse et qu'on va agir conformément à cette hypothèse. Mais cette hypothèse-là, on ne dit pas qu'elle est vraie, puisqu'il y a un certain risque qu'elle soit fausse. Et c'est insupportable d'agir en permanence avec des conclusions dont on ne sait jamais si elles sont vraies ou elles sont fausses, on sait juste qu'elles sont vraies en probabilité. Vous voyez, c'est insupportable pour un scientifique. Et donc du coup, dans notre tête, l'outil statistique s'est transformé en un outil qui permet de dire que les choses sont vraies ou sont fausses. Et c'est ça qui est à l'origine profondément du mésusage de la statistique dans la recherche moderne. C'est que la statistique permet d'affirmer dans un papier que ce qu'on dit est vrai. Et donc c'est tellement fort qu'on va faire n'importe quoi pour faire dire à la statistique ce qu'on a envie qu'elle dise.
Et donc, ce mésusage de la statistique est une incitation à la fraude. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces articles aujourd'hui qui discutent du mésusage du petit p, avec des solutions qui ne sont pas de bonnes solutions, puisque vous savez, la plupart du temps, les collègues proposent de changer le 5% en 5 pour 1000, par exemple, voire 2 pour 1000, ce qui est complètement déraisonnable. Vous avez des essais randomisés qui coûtent 200 000, dont le budget est de 200 millions d'euros, avec une puissance statistique suffisante pour un alpha à 5%. Si vous passez à 5 pour 1000, c'est plus la peine. Il n'y a plus de soutenabilité financière pour faire des études de ce type. Donc, non, la solution à ce problème-là, c'est de revenir à ce que dit la statistique. La statistique ne dit pas la vérité. La statistique permet de faire des inférences inductives et non déductives. Alors, il y a des papiers, il y a des revues qui ont le courage de proposer cette révolution culturelle. La revue Epidemiology, qui est une revue sérieuse, demande dans les instructions aux auteurs de ne plus utiliser de petit p. Alors, ils le demandent, mais les gens ne le font pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que même quand l'éditeur le demande, les gens ne le font pas. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est le rationnel utilisé par l'éditeur que je ne comprends absolument pas. C'est-à-dire qu'ils disent que pour de l'inférence causale, on décourage l'usage de petit p, alors que pour des tests d'interaction, des tests de tendance et pour des analyses de génomique, ils conseillent l'utilisation de petit p. Personnellement, je dirais exactement le contraire. En tout cas, peu importe, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, vous voyez, on a là, parce que les mots causalité, on a le mot causalité qui apparaît, le mot modèle qui apparaît, et le mot génomique qui apparaît. Et là, on commence à voir des lignes de fracture au sein de la recherche biomédicale, mais la même chose se passe en économie en particulier, voire en sociologie. On n'a pas en fait une seule pensée, on a plusieurs pensées statistiques qui sont utilisées à l'intérieur des mêmes disciplines, sans que l'on le sache nécessairement. Donc c'est vrai qu'au-delà de ce que je viens de vous dire, au-delà de l'inférence statistique proprement dite, l'usage de la statistique dans la vie de tous les jours repose beaucoup sur des modèles. Et là, quelle que soit la discipline dans laquelle on travaille, d'ailleurs c'est intéressant, ce sont les mêmes modèles qu'on utilise en sociologie, en économie, en recherche biomédicale. Des régressions linéaires, des modèles linéaires généralisés, des régressions logistiques sont utilisés partout. Et c'est d'ailleurs tellement banal que dans la tête des scientifiques, les récits que l'on fait sur les choses que l'on observe sont toujours représentés sous la forme d'une variable à expliquer par des variables explicatives. On est d'accord, hein? La vie est segmentée en d'un côté ce que l'on explique et de l'autre côté ce qui explique. Et qu'à partir de ça, donc on a des modèles, on a une explication, et c'est vrai que ces modèles expliquent, puisque effectivement, x1, le coefficient A1 que vous avez là, eh bien, il explique l'effet de x1 sur y, toute chose égale par ailleurs, si x2, etc., xn représentent toute chose. Et c'est ça un peu l'objectif du modélisateur, et c'est ça le travail scientifique que l'on fait au quotidien, c'est qu'on a un phénomène à observer, par exemple une consommation énergétique, par exemple la survenue d'une maladie. On se demande quels sont les paramètres qui sont susceptibles d'agir sur ce phénomène que l'on veut expliquer. Donc on a fait l'inventaire, et les physiciens font la même chose, on en fait l'inventaire, on les met dans le modèle, et on va avoir l'effet toute chose égale par ailleurs, l'effet spécifique toute chose égale par ailleurs, de chacune des variables sur le phénomène qui est à expliquer. On a une explication, on a un récit formel, statistique, explicatif d'un phénomène d'intérêt. Et souvent, par abus de langage, on dit, comme c'est toute chose égale par ailleurs, eh bien, cet effet spécifique, on lui donne une teinte de causalité. Alors ce mot est diabolique en science, c'est un mot diabolique. Hein. Il est diabolique parce qu'en fait, personne
n'entend le sens du mot cause exactement de la même façon. C'est ça qui est terrible. Alors, ce mot est très fort, hein. Il est très fort humainement parce que derrière la cause, il y a l'action, il y a la responsabilité. C'est à cause d'eux. Donc, si on trouve la cause, alors on a le Graal de l'action, on a le Graal de la responsabilité. Et donc, le scientifique recherche la causalité. En fait, quand on regarde la philosophie de la causalité, vous avez des milliers de pages de philosophie qui disent des choses différentes et souvent incompatibles. Vous avez des gens pour qui les causes sont multiples, vous en avez d'autres qui disent que la cause relève de la métaphysique et que ce sont juste les antécédents constants qui sont des causes. Vous en avez qui disent que c'est des habitudes de l'esprit. Moi, c'est ce que je préfère. La cause est une habitude de l'esprit, c'est-à-dire que nous, humains, voyons dans la vie des enchaînements d'événements auxquels on attribue de la causalité et qui nous permettent de vivre plus longtemps. C'est-à-dire que si je ne mets pas de casque pour faire du vélo, eh bien je constate que quand j'ai un accident, cet accident peut être plus grave. Et donc je vais mettre un casque pour avoir moins d'accidents. Oui, je mets sans arrêt dans ma vie, j'associe des événements à d'autres événements en termes avec une différence de temporalité. Et si je change la cause, ce que j'appelle la cause, alors je modifierai la conséquence. Mais c'est nous qui disons ça, dans la réalité ça n'existe pas. Donc il y a un philosophe qui dit ça, et puis il y a la cause des statisticiens, qui est une cause très bizarre, qui est la cause toute chose égale par ailleurs, c'est-à-dire que je prends un univers, je le clone, et je change juste un petit bout de l'univers, et si la conséquence est différente en fonction de l'univers cloné et de l'univers original, alors je dis que j'ai la cause. Et bien sûr, c'est très particulier puisque cette cause contrafactuelle, elle est inaccessible à l'expérience, puisqu'on ne peut pas faire quelque chose, toute chose égale par ailleurs. C'est impossible, matériellement. Et l'astuce du statisticien, c'est d'accéder à la cause contrafactuelle sur un sujet moyen qui n'existe pas. Puisque c'est ça qui se passe quand on fait des statistiques, avec des modèles comme ça, ou avec de la randomisation, on arrive à modéliser le toute chose égale par ailleurs, mais en moyenne, sur un sujet moyen. Donc on peut vraiment affirmer quelque chose comme de la causalité, mais sur un sujet moyen, qui est un sujet abstrait. Et donc, est-ce que c'est toujours de la causalité? C'est une autre question. En tout cas, on a d'un côté donc, cette modélisation qui permet d'expliquer. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que les années 70 et 80 sont arrivées, on a eu une autre pensée qui s'est émancipée, une autre pensée statistique qui s'est émancipée. C'est la pensée exploratoire et classificatoire. Alors, classificatoire, c'est très facile. Hein. Vous avez, alors je reprends un exemple médical, vous avez des mammographies et vous voulez savoir s'il y a des mammographies qui sont plutôt en faveur d'un cancer ou des mammographies plutôt en faveur d'un non-cancer. Il n'y a pas besoin d'expliquer, il n'y a pas besoin de modéliser, je ne veux pas expliquer pourquoi. Ce que je veux, c'est savoir si il faut faire une biopsie et aller plus loin ou il ne faut pas. Je veux classer. Et donc je vais prendre des algorithmes qui vont minimiser le nombre d'erreurs positives et le nombre d'erreurs négatives. C'est juste de l'action, ce n'est pas de la compréhension. Et du coup, l'outil statistique peut être le même, mais on n'a plus toutes les histoires de Fisher, de Neyman et Pearson, etc. Tout ça disparaît. Tout ça disparaît. On est dans un pragmatisme total. Et puis vous avez une pensée exploratoire qui est complémentaire de la pensée classificatoire. Alors c'est quoi la pensée exploratoire? C'est ça, c'est trouver des structures dans les données, faire que les données soient accessibles à la pensée humaine. C'est donner du sens à des données. Alors vous voyez, on n'est pas dans l'inférence, dans la déduction, on n'est même pas dans l'induction, on est dans la captation de sens à partir de données. Alors, ça vous paraît peut-être... Oui, ça... On va y revenir. Juste un exemple très classique d'études exploratoires. Alors, il y a des disciplines dans lesquelles on fait beaucoup d'études exploratoires. En économie, en sociologie,
Dans les années 70-80, en France, on faisait beaucoup d'études exploratoires. En médecine, pas du tout. Et là, c'est en train de s'homogénéiser un petit peu. Donc voilà un exemple historique. Hein. C'est la consommation alimentaire des ménages réalisée sur un petit million de Français dans les années 60. Donc c'est une analyse en composantes principales. Donc vous avez un dessin qui représente des variables. C'est une représentation graphique de corrélation entre variables. Et donc vous avez, plus les points sont proches, plus les variables sont corrélées. Quand les points sont diamétralement opposés, les variables sont corrélées négativement, et quand c'est perpendiculaire, c'est pas corrélé. Et donc vous voyez sur ce dessin qu'en fait, les ménages qui mangent beaucoup de viande mangent aussi beaucoup de volailles, de fruits et de légumes. Et qu'à l'opposé, les ménages qui consomment beaucoup de ces aliments consomment peu de vin. Et au contrario, quand vous consommez beaucoup de vin, c'est dans les années 60, hein, vous consommez peu de volailles, de légumes et de viande. Et puis vous avez le lait et le pain qui est orthogonal à ces deux, au vin et à l'alimentation dite équilibrée et saine. Vous avez le pain et le lait qui est orthogonal, donc qui est indépendant aux deux. Et donc vous avez sur un dessin, vous voyez les données. Donc vous voyez comme on est loin de l'inférence et du P et du alpha et du bêta. Il n'y a pas de risque de se tromper là. Je regarde un dessin et j'essaie d'en faire sens. Le sens c'est quoi? Je dis que quand j'ai de l'argent, je peux me payer des volailles, de la viande, des fruits. Je suis dans un foyer de niveau socio-économique élevé. Quand j'ai pas d'argent, je bois du vin. Donc ça a changé. À l'époque, c'était ça. Et puis, le pain et le lait, tout le monde en prend, c'est des aliments de base, tout le monde en prend, et c'est indépendant du niveau socio-économique. Et donc, je vois certains d'entre vous qui hochent la tête, vous êtes d'accord avec mon interprétation. On n'a pas besoin de petit p, on n'a pas besoin de risque alpha. J'explore, je vois, ça fait sens. C'est magique. Si je dis c'est magique parce que, effectivement, pour le statisticien classique, mais qu'est-ce qui me donne le droit de dire ça? Vous voyez, on n'est pas du tout comme avec les modèles qu'il y avait en haut, avec des A1, X1, plus A2, X2, plus etc., hein, avec des conditions de validité, avec des limites de significativité, avec des tailles d'effets. Alors bien sûr, ce type de graphique fonctionne quand le nombre de sujets inclus est très grand. Sinon, la position des points n'est pas précise, on ne sait pas vraiment interpréter les proximités des points. Donc ça marche quand n est grand. Et le problème, c'est que ça marchait quand le nombre de variables était petit. Or, on aime explorer quand on a beaucoup de variables. On a envie de voir ce qui se passe dans un jeu de données quand on a beaucoup de variables. Et c'est là qu'arrive le bouleversement méthodologique qu'on a connu dans les 10 dernières années. C'est un papier publié dans Science en 2006, donc c'est tout récent, hein. C'est le papier de la nouvelle vague de l'apprentissage profond. Donc vous savez que dans les années 80, on a commencé à faire de la statistique en simulant le cerveau humain. Puisqu'en fait, les statistiques exploratoires, voir les relations qu'il y a entre des variables, nous on fait ça tous les jours. Tous les jours, on voit et on associe des choses avec nos sens, avec notre regard. C'est profondément humain d'associer des choses entre elles. Donc le cerveau humain associe. Et donc les informaticiens des années 80 ont voulu fabriquer un outil statistique de représentation de données, comme l'analyse en composantes principales, en simulant des réseaux de neurones. Et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché à cause de problèmes algorithmiques. Ils ont programmé leur réseau de neurones et ils n'ont jamais réussi à avoir systématiquement le maximum local qui permettait d'avoir la représentation de tout à l'heure. C'est-à-dire que ça convergeait vers une représentation erronée. Et donc, à la fin des années 90, ils ont abandonné. Au début des années 90, ils ont abandonné. Et puis, il y en a certains qui ont continué à essayer. Et donc, ils ont trouvé finalement, 15 ans après, ils ont trouvé un algorithme qui permet de sortir du problème de l'extrémum local. Et donc, depuis, vous êtes au courant, c'est ce qui se passe sur Facebook, sur Google. C'est-à-dire, on a de l'apprentissage profond partout pour reconnaître des visages avec toutes les applications
fascinantes et inquiétantes. Mais ces applications, on peut s'en servir pour faire de la statistique. Et voilà à gauche, alors vous voyez, on a les données, c'est des chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 écrits à la main. Et on en a des dizaines de milliers. Et quand vous écrivez des chiffres à la main, eh bien, ils se ressemblent plus ou moins. Le 6 peut ressembler à un 0 quand vous faites, vous voyez, hein. Et donc, quand vous écrivez mal, le 6 peut ressembler à un 0, et par contre, un 0 peut être différent d'un autre 0. Et donc, vous avez comme ça 10 000 chiffres représentés, et vous pouvez faire des distances entre tous les chiffres en fonction des différences de forme qu'ont ces chiffres. Plus les chiffres sont éloignés dans leur forme, plus ils vont être éloignés en termes de distance. Et vous pouvez représenter à l'aide d'une analyse en composantes principales, à gauche, chacun des chiffres dessinés, plus ils sont éloignés, plus leur forme est différente. Alors on voit que l'analyse en composantes principales, elle marche un peu. Elle marche un peu, vous voyez, vous avez des taches de couleur qui correspondent à chacun des chiffres. Alors vous avez la tache verte, par exemple, qui est le 1. Hein. Et donc les 1 sont proches les uns des autres. Mais enfin, globalement, l'analyse en composantes principales marche un peu, mais pas beaucoup. Et c'est pour la raison que je vous disais tout à l'heure, l'analyse en composantes principales marche quand on est dans un système à faible dimension. Et vous avez à droite ce que fait un réseau de neurones profonds, et donc vous voyez le gain colossal de représentation. Donc on a maintenant de nouveaux outils d'analyse exploratoire qui permettent d'échapper à ce qu'on peut appeler une malédiction dimensionnelle, qui était qu'on ne pouvait pas explorer des jeux de données de grande dimension. Et donc on en est là aujourd'hui. Je crois que c'est ma dernière diapositive. On en est là aujourd'hui en ce qui concerne l'usage finalement des statistiques dans notre vie de scientifique, mais même dans notre vie de consommateur d'objets digitaux, où en fait on a effectivement de la statistique partout, puisque ce qu'on appelle data science, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, les réseaux de neurones profonds, en fait ne sont qu'une optimisation de ce que faisait une analyse en composantes principales, qui était un outil statistique qui existait depuis le milieu du XXe siècle. Donc ce n'est pas une révolution stricto sensu méthodologique, c'est une augmentation des performances de l'outil statistique qui permet tout d'un coup de pouvoir accéder à des analyses exploratoires qui font vraiment sens et qui apportent une plus-value dans l'interprétation de nos jeux de données. Et donc on a aujourd'hui, on voit se dessiner dans la plupart des disciplines une opposition entre deux pensées statistiques. Une pensée statistique où on veut asseoir l'action sur la construction d'un récit. La construction d'un récit formel, appuyé sur la statistique, et cette statistique est forte, elle est étayée par une théorie forte qui permet de justifier la généralisabilité de résultats, qui permet de justifier la fiabilité des estimateurs, leur précision de mesure. Et donc j'ai un récit explicatif d'une réalité, et c'est sur cette explication que je vais asseoir mon action. Et c'est ça qu'on fait, c'est ça que font beaucoup d'économistes et beaucoup d'épidémiologistes au quotidien. On recherche des facteurs de risque de maladie à partir d'études, à partir de modèles, et on va proposer des actions de santé publique en agissant sur ces facteurs de risque découverts à l'aide de ces modèles explicatifs. Et puis on a une autre pensée émergente qui n'a rien à voir, qui est d'une part une pensée où on n'explique pas, il n'y a pas de récit, il y a une vision du monde, c'est-à-dire j'ai des données, je vous les présente, on les voit, on en discute ensemble, je vous dis ce que j'en pense sur un dessin, et à vous de voir le dessin et de décider si vous voyez ce que je vois. Et de l'autre côté, on a une action, cette action elle est faite sur des classifications, sur du pragmatisme, où je montre que quand j'agis comme ça, alors j'agis bien. C'est-à-dire que je minimise des taux de faux positifs et des taux de faux négatifs.
Et donc en bas, vous avez ce que fait Google et Facebook. En haut, vous avez ce que font les biostatisticiens classiques. Eh bien, les deux vont être en tension et on ne sait pas, dans 5 ou 10 ans, qui va l'emporter. Eh bien, c'est excitant. Je vous remercie pour votre attention.